Bonjour Ariane, Bonjour. merci d'être avec moi aujourd'hui malgré le grand décalage horaire qui nous sépare puisque vous êtes au Canada. Oui, tout le plaisir est pour moi. Vous êtes psychologue et également la fondatrice de la boîte à psy qui permet de répondre à un tas de questionnements autour de la famille. Enfin, vous êtes auteur à succès et notamment sur les sujets du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le fameux TDAH. Et c'est comme ça que je vous ai connu. C'est grâce à votre livre TDAH, la boîte à outils. Et c'est aussi pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. C'est pour parler de ce trouble. Et j'aimerais, pour démarrer cette conversation, que vous m'expliquiez pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler particulièrement sur le TDAH, pardon. Ben, en fait, en début de carrière, j'étais beaucoup impliquée là, dans le milieu scolaire. Et puis, dans cet environnement-là, c'est là qu'on les décèle le plus souvent, les enfants qui sont porteurs de TDAH. Et par surcroît, mon tendre époux est lui-même porteur de TDAH. En fait, je dirais qu'avant de me connaître, il se connaissait, mais il ne savait pas que ces quatre lettres-là s'apposaient à lui. Et donc, quand je l'ai connu, j'ai reconnu les traits en lui. Et je me suis intéressée d'autant plus là, à ce trouble-là. Et puisque c'est un trouble génétique, j'ai eu la chance de mettre au monde deux petites filles qui sont maintenant aussi TDAH. Alors voilà, disons que j'avais un intérêt très personnel à approfondir ce trouble. Et est-ce que vous pourriez nous rappeler en quoi il consiste ce trouble? Le TDAH, en fait, c'est un trouble qui, à la base, je dirais qu'il est mal nommé parce que le trouble du déficit de l'attention, ça laisse supposer que les gens qui en sont atteints, pardon, ne sont pas capables d'être attentifs, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Ce sont des gens qui sont capables d'attention, mais en certaines circonstances seulement, et leur attention est très mal régulée. Donc, c'est surtout un défaut d'inhibition que le trouble entraîne et qui occasionne beaucoup de difficultés. Alors, quand on parle d'inhibition, on peut penser, par exemple, bien entendu, aux stimuli qui viennent de l'environnement. Donc, l'individu porteur du TDAH a du mal à faire fi de ces stimuli-là, à ne pas en tenir compte. Mais c'est aussi vrai pour ses propres pensées, ses propres émotions. Donc, ce sont des gens qui vont manquer d'inhibition par rapport à leur réaction émotive. Ils vont devenir, souvent, on va les traiter de drama queen ou de théâtrales. Bien souvent aussi, le trouble va arriver avec des traits d'anxiété parce que les gens ont du mal à arrêter leurs propres pensées. C'est l'autoroute des pensées, comme j'aime l'appeler, dans leur esprit. Et donc, les pensées catastrophes ont tout l'espace pour faire boule de neige en un temps record. Donc voilà, essentiellement, là, le trouble du déficit de l'attention, je le répète, c'est un défaut d'inhibition qui entraîne là, des lacunes et des embûches à plusieurs plans, là. Hmm. Et ça représente quel pourcentage de la population et notamment lorsqu'on s'intéresse aux enfants? C'est environ 5 à 7 Je vous dirais que la prévalence varie là, d'un milieu à l'autre. C'est quand même, la prévalence ne change pas en fonction des pays ou des régions. Alors, on a cette assurance-là, entre guillemets, là, que ce n'est pas lié à, à quelque chose qui pourrait être dans l'eau, dans un secteur ou dans un autre. Mais ça reste que la variabilité de ces chiffres-là, je pense que c'est plus dû aux techniques, aux stratégies de recherche, beaucoup plus qu'à la réelle, qu'une réelle variation là, dans la population. Hmm. Et comme vous l'avez dit, il y a des chances, donc, enfin, il est prouvé que ce TDAH se transmet d'un point de vue génétique. Exact. Est-ce qu'il peut venir, est-ce qu'on sait également d'où peut venir ce trouble? En fait, on dit qu'il est environ à 75 à 80 génétique. Donc, c'est un gène qui est quand même très important, aussi important que le gène de la grandeur, par exemple. Alors, nécessairement, c'est la loterie génétique, mais si un parent en est porteur, il y a beaucoup plus de chances que sa progéniture le soit également. Autrement, on sait qu'il y a un lien direct avec la prématurité, donc les petits bébés qui naissent avant terme. Il y a d'autres facteurs aussi, comme par exemple la consommation de tabac durant la période de la grossesse, des commotions cérébrales, certaines conditions euh, comme ça, en fait, des accidents qui ont des impacts sur les lobes frontaux. Mais somme toute, c'est vraiment la plus grande proportion, c'est la proportion génétique. Et à partir de quel âge est-ce qu'on peut se poser des questions sur
le fait que son enfant est potentiellement porteur de TDAH? Ben, je vous dirais qu'on les diagnostique à partir de 6 ans, du moins au Québec, simplement parce que les outils sont beaucoup mieux développés à compter de cet âge. Pour les plus jeunes, on a moins d'outils, donc c'est beaucoup plus difficile. Mais d'autre part aussi, c'est que ça reste des manifestations comportementales observables qui parfois peuvent s'apparenter juste à une simple immaturité de l'enfant, n'est-ce pas? Alors, ça devient très hasardeux de poser des diagnostics plus jeunes, disons, que 5-6 ans. Je l'ai vu, je le vois encore dans les cas, par exemple, d'enfants de 3-4 ans, tout jeunes 5 ans, on va émettre le diagnostic pour des enfants qui sont vraiment en rupture de fonctionnement. Donc, qui les symptômes prennent tellement d'ampleur ou qui sont tellement handicapants que bon, ça devient difficile au CPE ou au centre de la petite enfance, ça devient difficile dans le monde scolaire, la famille ne sait plus sur quel pied danser. Donc des enjeux, des embûches comme ça qui sont d'importance tellement, en fait, qui prennent tellement d'importance que le fonctionnement quotidien de l'enfant est vraiment entaché par ces symptômes. À ce moment-là, on peut se permettre, mais généralement, à partir de 6 ans, on va commencer à diagnostiquer les enfants TDAH. Et là, je vous parle assurément des enfants qui présentent le plus de symptômes. Parce que bien souvent, c'est davantage, en fait, plus vieux. Dans le cadre de leur cheminement scolaire, on va se rendre compte, par exemple, que les traits d'inattention sont de plus en plus manifestes ou au fur et à mesure que l'enfant vieillit, alors qu'on lui permettait de bouger beaucoup au premier cycle primaire. Maintenant, quand il vieillit, quand il devient plus près de l'adolescence, on s'attend de lui à ce qu'il reste assis plus longuement ou concentré plus longtemps et on se rend compte qu'il n'y parvient pas, ce genre de choses-là. Alors, normalement, là, en fait, encore une fois, au Québec, je vous dirais que la majorité des diagnostics se passent autour de 8 à 12 ans environ, approximativement, oui. Et quels sont les signaux qui peuvent nous interpeller en termes enfin, quand on est parent, où on peut se poser des questions justement sur est-ce que son enfant est porteur de ce trouble ou pas? Il y a des traits d'agitation qui dépassent ce qu'on observe normalement chez un enfant du même âge. Donc, encore une fois, il y a une distinction à faire entre un enfant énergique et un enfant hyperactif. Donc, souvent, on les appelle des petits lapins énergiseurs. Là, on a l'impression qu'on ne vient pas à bout de leur énergie, de leur agitation. Ça, c'est un des traits qui est facilement observable. Alors, celui-là, c'est celui qui va souvent conduire les enfants à être diagnostiqués en premier. Donc, les enfants qui sont porteurs de ce symptôme vont souvent être repérés beaucoup plus rapidement que les autres parce qu'on les voit, on porte les yeux sur eux, puis on voit qu'il y a toujours quelque chose qui est agité, que ce soit les mains, les pieds, incapable de demeurer assis sur ses deux fesses, constamment en train de remuer sur sa chaise, ce genre de choses-là. Autrement, les traits d'inattention aussi, on va surprendre les enfants à tomber dans la lune ou à sembler absents, ou encore on leur donne de l'information et ils semblent ne pas retenir cette information-là. Ces traits d'inattention-là sont beaucoup plus difficiles à observer à l'œil nu. Alors souvent, ça va être une chute au niveau des résultats académiques qui va questionner les parents ou les enseignants. Il y a aussi des défis d'organisation. Donc, ce sont des enfants qui vont avoir du mal, par exemple, à suivre leur séquence, à suivre leur routine, pour se préparer, pour être prêt à partir à l'école ou encore pour défaire le sac d'école en arrivant en classe, ce genre de choses-là. Et ils ont beaucoup de mal, d'ailleurs, et on pourra en reparler, ça fait partie des symptômes, mais ils ont beaucoup de mal à surveiller le temps qui passe. Alors, ils vont ils vont accuser des retards, des délais dans leur fonctionnement, simplement parce qu'ils perdent de vue le temps qui file et ils ont l'impression d'avoir tout le temps devant eux. Alors, une routine qui devrait prendre normalement 5 minutes, ben, on prend 15, 20, 25. Ça va à l'infini parfois pour certains. J'ai vécu ça, moi, avec une de mes filles qui était incapable de surveiller le temps. Alors, se faire une queue de cheval, ça pouvait être un processus de 30 minutes. Alors, donc voilà, ça, c'est des symptômes qui, encore une fois, sont plus facilement observables. Les défauts aussi d'inhibition sur le plan des émotions, comme je disais tantôt, ça fait des enfants qui sont très réactifs. Souvent, ça va tomber dans l'impulsivité.
Alors, des enfants qui vont réagir promptement à tous les stimuli qui pourraient être irritants pour eux. Ce sont des enfants qui parfois vont faire des crises de colère démesurées ou beaucoup trop fréquentes. Donc, bien souvent, il y a des parents qui vont me consulter avec comme introduction, j'ai l'impression que mon enfant est bipolaire. Alors, non, non, je les rassure, ce n'est pas de la bipolarité, c'est simplement un défaut d'inhibition, donc une surréactivité face aux stimuli irritants. Et mon Dieu, j'essaie de penser, je fais le tour dans mon esprit. Est-ce que j'oublie des choses? Je vous ai parlé des locunes d'organisation, l'inhibition en fait, l'irritabilité, des enfants qui sont souvent impatients aussi, mais n'est-ce pas l'adage de tout enfant? Mais enfin, un peu plus, un peu plus, oui. Donc voilà, oui, en gros, ce sont les symptômes. Bah, merci beaucoup pour cette présentation des signaux. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi dans votre approche, c'est que vous donnez aussi beaucoup de conseils sur comment expliquer le TDAH aux enfants. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, ben en fait, vous savez, d'ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais le TDAH, c'est vraiment neurologique. Donc, c'est un manque de régulation de certaines en fait, c'est les neurotransmetteurs dans le cerveau qui transmettent des hormones et cette régulation-là n'est pas adéquate. Mais là, ça devient très complexe d'expliquer ça à des petits esprits. Alors, donc souvent, j'ai écrit un livre sur le sujet, je vais utiliser une approche imagée en amenant, par exemple, des animaux pour qu'ils puissent retrouver des traits chez eux. Donc ça fait partie du livre Le TDAH raconté aux enfants. Et donc, ce que j'explique aux enfants, c'est qu'ils ont un côté d'eux sur lequel ils sont très en possession de leurs moyens et un autre côté d'eux sur lequel ils ont beaucoup moins de capacité ou d'emprise. Et quand ce deuxième volet-là survient, eh ben, ils ont des choses à mettre en place, des efforts à faire pour rattraper un espèce de contrôle, mais ça reste que cette impulsion-là, pardon, peut dépasser là, leur capacité. Alors, comme je disais, donc, j'utilise par exemple le chat et le loup-garou pour expliquer aux enfants que parfois, tu es tout doux, tu es très calme, tu es très avenant, tu es très gentil, et là, tout d'un coup, sans que tu t'en rendes compte, tu te transformes en loup-garou et à ce moment-là, tu deviens irritable, tu deviens colérique. Donc ça réfère vraiment au côté impulsif des enfants. L'idée, c'est de enlever en quelque sorte la culpabilité qui pourrait venir avec les symptômes du trouble, mais par contre, il faut néanmoins les responsabiliser parce que en dépit du fait que c'est plus fort que toi, que c'est malgré toi, il y a quand même des stratégies que tu peux te donner pour augmenter ton emprise sur tes symptômes et en fait pour diminuer l'impact de ces symptômes-là dans ton quotidien. Alors, et puis j'invite toujours les parents aussi quand on procède à l'évaluation, justement à ne pas parler d'évaluation, à parler davantage de recherche ou en fait de découverte sur comment fonctionne ton cerveau. Donc, ce sont des épreuves qui vont t'aider et qui vont nous aider à mieux te connaître. Mais j'aime pas là, qu'on les mette sous la loupe en disant qu'on a des examens ou qu'on a des tests parce que ce que je ne veux pas, c'est que ces enfants-là se sentent non seulement différents, mais se sentent coupables ou en fait pris à défaut d'avoir quelque chose qui cloche chez eux. Là, vous comprenez? Alors, ouais, c'est ça. Et comment est-ce qu'on arrive à les responsabiliser là-dessus? En leur enseignant les stratégies, on a un bout de chemin à faire en tant que parent ou intervenant, bien entendu, parce que ça demande des efforts ou des façons de faire différentes par rapport à un enfant qui n'est pas TDAH. Par contre, le discours que je tiens souvent auprès des enfants, c'est de dire, en fait, c'est comme la vision. Si tu as un problème de vision, ce n'est pas ta faute. Si tu portes ou pas tes lunettes, ça, c'est ta responsabilité. Alors, le TDAH, c'est un peu la même chose. Tu n'es pas coupable d'avoir un TDAH, mais une fois qu'on t'a enseigné les stratégies pour t'aider, c'est de ta responsabilité de les déployer, ces stratégies-là. Donc, parmi les stratégies, bien entendu, ça va dépendre de quels symptômes il est question, mais par exemple, si on pense aux traits d'inattention, souvent les enfants vont avoir du mal à rester attentifs, donc à ne pas se laisser distraire par ce qui se passe dans leur environnement. Et donc, les stratégies qu'on va déployer pour ces enfants-là vont être, premièrement, d'épurer l'environnement.
première stratégie très simple et très efficace. Donc, encore une fois, j'ai des parents qui vont me dire, oui, mais j'observe que mon enfant a du mal à avancer dans ses devoirs quand la télévision est ouverte. Ben, ça, c'est la base, hein. La télévision ne devrait jamais être ouverte pendant qu'on fait les devoirs. Donc, des choses comme ça, mais aussi, les enfants vont être facilement dérangés pardon, par d'autres stimuli auditifs qui sont pas aussi distrayants que la télévision. Ne serait-ce que le bruit de maman qui s'affaire aux casseroles dans la cuisine ou le bruit du petit frère qui joue parce que lui, il n'a pas encore de devoir. Alors, on peut utiliser, par exemple, des coquilles insonorisantes, des espèces d'écouteurs sans bruit ou encore qui émettent des bruits blancs ou des bruits écrans. Ça, c'est très efficace. C'est efficace aussi en classe. Donc, quand on demande aux enfants de travailler avec concentration, on met les coquilles. Bien entendu, pas pendant que l'enseignant donne des explications, mais les coquilles, ça peut être très aidant. On a aussi des isoloirs en classe, donc on appelle ça les petites cachettes. Là, c'est fait souvent avec des panneaux de carton, des trucs comme ça. L'idée, c'est juste de créer une obstruction visuelle, en fait, d'empêcher les stimuli visuels d'arriver à l'attention des enfants. Euh, on va bien entendu privilégier une place à l'avant de la classe, tout près de l'enseignante, qui va pouvoir ramener l'enfant ou signaler à l'enfant que là, il semble être inattentif tout d'un coup. On va éviter de placer l'enfant près des fenêtres, par exemple, pour ne pas être distrait par l'écureuil qui grimpe à l'arbre ou le camion qui passe dans la rue, ce genre de distracteurs-là. D'autre part, on va aussi utiliser des stratégies, par exemple, pour l'agitation motrice. Alors, on a ce qu'on appelle des coussins lourds. Ici, je ne sais pas pourquoi, mais les coussins sont à peu près tous en forme de lézard. Alors, on a pris l'habitude de les appeler les lézards lourds. Mais ce sont des coussins, en fait, qui ont un poids, c'est proprioperceptif. C'est fait de billes ou de sable, de trucs comme ça. Et on dépose ça sur les jambes de l'enfant. Donc, ça crée une espèce d'impression de pesanteur. Ça aide un peu à rester assis. Quand je dis ça aide un peu, c'est bon, c'est efficace. Cependant, il ne faut pas penser que parce qu'on met un poids sur les jambes de l'enfant, ça y est, on est parti pour 3 heures d'affilée. Donc, c'est bon à coup de 20 minutes, je vous dirais environ, mais des fois, ça va être suffisant pour faire la période des devoirs ou encore un travail en classe. On a aussi les pédaliers. Donc, ce sont des bureaux qui sont munis de pédales de vélo en dessous. Alors, l'enfant peut pédaler tout en effectuant ses tâches. Ça lui permet de bouger sans déranger. On a ce qu'on appelle des discosites. Alors, c'est un petit coussin de positionnement et c'est bosselé, ce coussin-là. Donc, le but, là, c'est pas de déranger l'enfant sur son assise, c'est plutôt de l'inviter, en fait, de le déstabiliser. Donc, lorsque l'enfant est assis sur ce coussin de positionnement-là, ça bouge un peu. C'est pas aussi stable qu'une chaise, par exemple. Et donc, ça l'oblige à contracter un petit peu les muscles du tronc et d'être actif en mouvement sans que ça paraisse trop. Alors, ça aussi, c'est une façon de le faire bouger sans déranger. On a des produits de motricité pour la main, des balles, par exemple, anti-stress ou des tangles, des choses pour faire bouger les doigts. Donc, ça, c'est tous des outils qui sont efficaces autant pendant la période de devoir qu'en classe, je répète. En classe aussi, en fait, dans notre système scolaire, dans les écoles, il y a plusieurs milieux qui ont mis en place des parcours moteurs. C'est très bien, ça, c'est vraiment très efficace. Alors, par exemple, dans le corridor, il va y avoir des stations où l'enfant doit d'abord sauter, ensuite courir d'un endroit à l'autre, faire des pressions sur le mur, ce genre de trucs-là. Et ça permet à l'enfant de libérer un peu d'énergie avant son retour en classe. Tous les trucs dont je suis en train de vous parler, les stratégies qu'on utilise, là, malheureusement, elles ne sont pas universelles cependant. Alors, un parcours moteur peut très bien fonctionner dans le cas d'un enfant. L'inviter, l'amener à bouger, à se dépenser un peu, et lors du retour en classe, ça va beaucoup mieux, il est beaucoup plus concentré. Pour un autre, ça peut avoir complètement l'effet inverse. Donc, le fait d'avoir fait un parcours moteur comme ça vient d'avoir gonflé son agitation. En fait, on vient de l'exciter. Et là, de retour en classe, c'est pire que pire. On n'a plus de capacité d'attention, ou en fait, il devient très, très agité. Il faut voir, il faut vraiment les essayer pour voir la réponse de l'enfant à l'intervention.
Alors, donc, je vous ai parlé vraiment des stratégies pour l'attention, pour l'agitation. En ce qui concerne les émotions, c'est plus difficile, hein, parce que ce n'est pas à coup justement de stratégies comme ça qu'on vient à bout de la montée d'émotions. Alors, c'est vraiment, on tombe là, dans l'éducation. Alors, on va utiliser beaucoup, par exemple, les images, le volcan de la colère, tu sais, les monstres de la peur. Donc, des images pour exprimer, expliquer à l'enfant pour qu'il comprenne bien, en fait, on va l'inviter à reconnaître ces signes, les signes qui indiquent que là, ouf, il commence à être réactif, et on va lui enseigner aussi les stratégies pour se retirer ou pour s'apaiser dans ces moments-là. Mais souvent, les parents vont me dire, par exemple, écoute, sur le plan de l'attention, ça va, on a mis des choses en place, on a des outils. Sur le plan de l'agitation, on sait comment le gérer. Ça reste encore difficile sur le plan de l'émotion. Bien entendu, parce que l'apprentissage est beaucoup plus long, ardu, difficile. Ça demande aussi de la maturité. Mais n'empêche, il y a quand même des conditions, par exemple, encore une fois, qui, combinées à l'aide parentale, peuvent aider. Donc, pensez par exemple que les enfants TDAH, ce sont des enfants qui sont presque constamment en surcharge. Ils ont beaucoup de mal à bloquer les stimuli qui viennent de leur environnement et donc, c'est comme s'ils absorbent beaucoup plus d'informations et de stimuli dans une journée qu'un enfant qui n'est pas TDAH. Alors, au retour, par exemple, à la maison, souvent, ils sont surchargés. Ils ont besoin de décharger une espèce de trop-plein de stimulation qu'ils ont accumulé dans la journée. Et là, c'est un bon moment où les crises de colère vont s'installer. Donc, une des bonnes stratégies, ça va être une dépense énergétique très intense. Donc, entre le retour de l'école et le moment où on passe au devoir, où on s'installe en famille, ou ce genre de moments plus calmes, on va inviter l'enfant à devenir très, très énergique. On va aller sauter dans le trampoline, on va courir, on va jouer au mini-hockey dans la rue, on va faire des activités là, vraiment où il se dépense de façon significative. Et le retour au calme ensuite, ou en fait la soirée, va être beaucoup plus calme dans ces conditions-là. Encore une fois, je le dis, c'est pas universel. J'ai observé que certains enfants vont mieux répondre au retour des classes à un environnement très zen, très calme. Ils vont être capables de libérer leur tension beaucoup plus facilement en allant prendre un bain chaud ou en allant lire un livre à la lampe de poche sous la tente de leur lit ou bon, ce genre d'activité. Alors, faut l'essayer, mais n'empêche que c'est toujours une bonne idée que d'avoir une zone transitoire, une zone tampon là, entre l'école et la maison pour tout ce qui est réactivité émotive. Parce que vraiment, ça, c'est vraiment très, très, très souvent observé, là, des enfants ils se contiennent en classe, ils essaient de bien faire dans le système scolaire, dans leur environnement d'école, mais ils arrivent à la maison et là, les parents ont le privilège d'avoir droit à cette décharge-là et ça peut devenir difficile là, dans le contexte familial, très demandant pour les parents. Et puis bon, en fait, il me reste à vous parler de tout ce qui est stratégie d'organisation aussi. Ça aussi, c'est un défi qui est quand même très important. Alors, ce qui va bien fonctionner, écoutez ça, le côté expérience personnelle, j'en aurais tellement, on pourrait faire 3 heures de podcast. Mes deux filles, c'était vraiment des défis très, très importants et mon conjoint, ça l'est encore. Mais donc, ce qui va bien fonctionner, c'est souvent les routines imagées. Donc, les pictogrammes pour aider l'enfant à se situer dans ses tâches. Par exemple, ça fonctionne bien. Maintenant, les gens vont dire, oui, c'est vrai, ça fonctionne bien avec les petits, mais avec les plus grands, les images, bon, ça fera. C'est faux. Même avec les plus grands, je veux dire, j'utilise encore les pictogrammes pour signaler à mon conjoint qu'il y a une brassée qui doit être mise dans la sécheuse, là. Alors, ces rappels visuels-là sont très aidants. Cependant, ne tombez pas dans le piège comment dirais-je, de surpasser vos pictogrammes. En ce sens où si vous mettez une séquence imagée visuelle pour votre enfant, ça serait une erreur que de lui dire, écoute, je regarde là l'image, la séquence des pictogrammes, là, tu vois bien, tu as oublié de faire ton lit. Faut pas lui dire parce que à ce moment-là, vous venez d'annuler l'effet du pictogramme, là. Alors, quand vous installez le pictogramme, vous devez toujours le référer à son pictogramme. Va voir sur ta séquence, il te manque une étape. Cherche c'est laquelle et complète-la.
Donc les pictogrammes peuvent bien marcher, les rappels sonores aussi. Par exemple, comme je vous disais, ce sont des gens, des enfants, des adultes aussi, qui ont beaucoup de mal à effectuer une surveillance sur le temps qui passe. Alors, vous savez, la mémoire de travail, cette mémoire-là qui vous permet de garder en tête, par exemple, que vous venez de mettre quelque chose sur le feu pendant que vous allez faire autre chose dans la maison, cette mémoire-là va vous permettre de dire, ouais, c'est vrai, j'ai quelque chose qui va brûler là, si j'interviens pas. Cette mémoire-là, pour eux, elle est plus faible généralement. Alors, ce petit rappel-là qui se fait automatiquement, eux, ben, le rappel se fait pas, tout simplement. Alors, si par exemple, on les aide avec des sonneries, des rappels sonores, pour dire, par exemple, telle sonnerie va t'indiquer qu'il ne te reste que 10 minutes pour te préparer avant de partir en classe. Ça, c'est très, très aidant pour eux. Il y a des enfants qui vont réagir un peu de façon anxieuse face à ces sonneries-là, parce que là, tout d'un coup, ils sont pris au dépourvu. Là. Oh mon Dieu, tu sais, je croyais que... En fait, j'avais pas de notion de temps, puis là, je suis pris, j'ai un sentiment d'urgence. Mais n'empêche que pour une grande majorité, ça va être aidant. Bon, si on a une réaction anxieuse, c'est pas souhaitable. Il faut trouver d'autres stratégies. Mais si ça fait pas ça, autrement dit, ben, tant mieux. Ce sont des bonnes stratégies. Et puis, bien entendu, l'aide parentale, les intervenants qui œuvrent auprès des enfants, on doit s'attendre à faire des rappels beaucoup plus fréquents. Je dis souvent, par exemple, reculer à environ de 2 ans sur le plan de l'autonomie fonctionnelle quand vous faites affaire avec un enfant qui est TDAH. Donc, les attentes que vous pourriez avoir pour un enfant qui a 10 ans, ben, si c'est un enfant TDAH, ayez à l'esprit que c'est une maturité qui correspond à 8 ans, par exemple. Alors, oui, le support le support, l'encadrement, plus, est nécessaire là, dans ces conditions-là. Là. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le quotidien qui peuvent aider les parents? En fait, ce qui va être aidant pour les parents dans le quotidien, justement, c'est, comme je disais, d'avoir des attentes réalistes, mais également de toujours garder en tête les limitations qui sont entraînées par le TDAH et ajuster nos interventions en conséquence. Je vous donne un exemple. Donner une consigne de part et d'autre de la maison à un enfant qui n'est pas TDAH, on peut se permettre de le faire. T'sais. Alors, Henri, va chercher tes bottes, ça va être le temps de partir dans 5 minutes. On peut se permettre de crier ça de la cuisine au salon. Pour un enfant TDAH, ça ne sera pas une bonne intervention. On a besoin d'avoir un contact physique, d'avoir un contact visuel, de s'assurer que l'enfant a entendu et compris la consigne. Alors oui, ça demande une implication supplémentaire. Et d'ailleurs, je vous mets en garde, hein, les enfants TDAH ont, comme tous les enfants et comme tous les adultes, ce qu'on appelle la boucle articulatoire là, au niveau de l'audition. Donc, ils sont capables de répéter exactement ce que vous venez de dire dans les mêmes mots. Alors, si vous dites simplement à votre enfant, ben, qu'est-ce que je viens de te dire, et qu'il répète mot pour mot, ça ne veut pas dire qu'il l'a compris. Alors, pour détourner ça, on lui demande de répéter, mais en d'autres mots. Pour transformer le message, il n'y aura pas le choix cette fois-ci de le comprendre. Alors, donc, les consignes doivent être données vraiment dans des conditions optimales. Dans le processus d'évaluation TDAH, là, une des évaluations porte sur l'attention divisée, donc la capacité à mener 2 tâches à bien en même temps. Et on se rend compte que les enfants qui ont le TDAH ont beaucoup de mal à faire ça. Alors, si votre enfant est en train d'attacher ses bottines ou en train de compléter sa collation pour partir en classe ou de ranger ses trucs dans son sac d'école, assurément, les chances sont très élevées qu'il n'entende pas ce que vous êtes en train de lui dire ou qu'il n'enregistre pas ce que vous lui dites. Alors, si du même souffle, vous lui demandez, par exemple, de faire signer sa feuille par le professeur et que vous le réprimandez le soir venu parce qu'il n'a pas écouté ou il n'a pas donné suite à votre demande, ben c'est simplement que votre demande n'était pas adéquate à ce moment-là parce que vous ne l'avez pas mis dans des conditions où il pouvait enregistrer votre demande. Donc, voilà. Donc, pour vous aider au quotidien, parents, famille, il faut prendre note des limitations qui sont entraînées par le déficit et essayer de le contourner avec des stratégies ou avec plus d'emphase sur votre façon de faire vos demandes, vos consignes, etc. On m'a posé une question intéressante sur Instagram. Est-ce que certains symptômes sont amenés à évoluer pendant l'âge de l'adolescence? En fait, tout d'abord, les symptômes vont se modifier au fur et à mesure que l'enfant vieillit. Donc,
les symptômes d'agitation, notamment, on va souvent les observer de façon beaucoup plus subtile. Alors, plutôt que de se lever à tout moment, ça va être des enfants ou des jeunes qui vont se mettre à remuer ou à égrener leur efface sur leur bureau ou à mâchouiller leur crayon ou à tapoter du pied. Donc, c'est plus subtil, c'est encore là, mais c'est plus subtil. Parfois, ça va générer une espèce de sentiment, de sensation de tension interne aussi, qui là ne sera pas nécessairement observable à l'œil nu. Alors oui, sur les symptômes d'agitation, on a cette différence-là. Les symptômes d'impulsivité aussi, les jeunes vont apprendre, par exemple, que ce n'est pas socialement adéquat que de réagir de façon trop exagérée, en fait, par rapport à leur frustration ou leur irritation, mais ils vont demeurer néanmoins impulsifs. Et là, ils vont avoir des comportements d'impulsivité qui vont être très différents de ce qu'on observe à l'enfance. Chez les ados, par exemple, justement, vous me parlez d'Instagram, ben, les jeunes filles vont souvent poster des trucs et regretter rapidement par la suite parce que vont agir sur le coup de l'impulsion. Les garçons vont souvent avoir, et puis c'est pas sexiste, là, c'est vraiment démontré dans la littérature scientifique, les garçons vont souvent avoir des comportements de recherche d'adrénaline, des comportements très téméraires. Donc, vont conduire vite, vont faire des petits vols, vont se mettre dans des situations à risque physiquement parlant. Et puis, donc voilà, l'impulsivité va se transformer de cette façon-là. En ce qui a trait à l'inattention également, en fait, l'inattention va rester, va demeurer, mais on va l'observer aussi dans des gestes quotidiens. Donc, ça va être beaucoup plus manifeste, par exemple, perdre le fil de ce qu'on est en train de faire ou avoir des oublis de matériel fréquents ou ne plus se souvenir que le manque d'organisation sur la planification scolaire, par exemple, ne plus se souvenir que je devais remettre ce devoir-là ou que j'avais cet examen-là ce matin, ce genre de trucs-là. Alors, et puis, ben, il y a, tu sais, les ados TDAH comme les ados non TDAH vont avoir une phase d'affirmation de soi où là, ils vont rejeter un peu tout ce qui vient des parents et des adultes. Alors, les moyens et les stratégies qu'ils ont appris pour gérer leur TDAH, ils en ont comme plus envie. Donc, il y a cette phase-là là, de rébellion où non, ça va, moi, je peux me débrouiller, j'ai pas besoin de vos pictogrammes, puis j'ai pas besoin de vos rappels sonores. Alors, ben voilà, ça complique un peu des fois. Je comprends. Mais merci beaucoup, c'est hyper clair et hyper concret à appliquer à la maison. J'adore. On arrive déjà à la fin de cet échange. J'ai deux petites dernières questions. La Oui. première, c'est quel est votre avis quant à l'utilisation des médicaments? Les médicaments pour le déficit d'attention, ce sont des très bons outils qui, en fait, peuvent vraiment améliorer la qualité de vie d'un individu. Cependant, ça reste toujours une option. La beauté de la chose, c'est qu'on ne meurt pas d'un TDAH. Alors, c'est toujours, on peut toujours choisir ou pas la médication en fonction de nos valeurs personnelles. Maintenant, moi, j'ai envie de vous dire, à titre personnel, je pense que la médication devrait toujours faire partie de la solution quand les symptômes sont handicapants au point où la qualité de vie de l'individu est vraiment atteinte. Autrement, des fois, des stratégies comportementales ou de l'aide des parents, des enseignants, ça peut suffire. Mais encore une fois, si on a déployé toutes les interventions qu'on avait à mettre en place et qu'en dépit de ça, on n'y arrive pas, à ce moment-là, la médication est une solution très, très intéressante. Super. Et dernière question, est-ce que vous auriez un dernier conseil aux parents qui nous écoutent et qui ont des enfants porteurs de ce trouble? Est-ce que vous auriez un dernier message à leur faire passer? C'est peut-être pas un dernier conseil plus qu'une dernière information, c'est que le déficit d'attention dans la croyance populaire, ça disparaît à l'âge adulte, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ça prend d'autres formes, mais le déficit d'attention est là pour rester dans une grande majorité de cas. Alors, j'ai envie de vous dire, attendez-vous à avoir des petits défis tout au long de votre parcours, mais croyez-moi, là, je vis avec 3 à la maison et c'est des êtres extrêmement attachants. Super. Et ben merci beaucoup Ariane, c'était vraiment super. J'ai adoré cet échange et vraiment j'invite les auditeurs à se procurer vos livres parce que voilà, ils vont encore plus loin dans tout ce que vous avez évoqué et donnent vraiment des outils concrets à la maison. Donc Oui, exact. super, Et puis moi, super boulot. je vous invite aussi à consulter le site www.laboîteapsy.com et vous avez aussi beaucoup d'outils sur le site Internet là, pour adresser le TDAH. Trop bien. Et ben merci beaucoup Ariane. Je vous souhaite
une belle journée Merci. canadienne. Oui, dans le froid. Merci. Bonne journée. À bientôt. Bye Au bye. revoir.